Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread Reddit. Ça fait un petit moment. Je vous amène donc 4 histoires dans cette vidéo, 4 témoignages Reddit. Mais avant que cette vidéo commence, elle est donc sponsorisée par Surfshark. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, mais surtout les threads Reddit, vous connaissez déjà donc Surfshark qui est un VPN. C'est un VPN qui permet donc de changer la localisation de votre ordinateur ou de votre téléphone pour vous situer dans un autre pays. Vous vous demandez sûrement quelle est l'utilité. Il y en a plein. Par exemple, si vous voulez regarder une série qui n'est pas disponible sur le Netflix français, vous avez juste à ouvrir Surfshark, choisir le pays en question et faire connecter, et vous êtes du coup connecté, je ne sais pas, au Brésil ou aux États-Unis. C'est aussi très utile si vous aimez regarder des sports. Moi, je sais que par exemple, pour regarder la Formule 1, j'aime bien me connecter au Brésil pour regarder la Formule 1 en portugais. Aussi pour avoir des matchs du Brésil qui ne sont pas diffusés à la télé française. Avec Surfshark, je me connecte au Brésil et je peux donc voir ces matchs de foot en question, surtout avec la Copa América qui arrive. Pour vous, l'Euro du coup. Aussi, si vous partez en voyage pour réserver un billet d'avion ou pour réserver un hôtel, ça peut revenir moins cher de changer le pays dans lequel vous vous trouvez. Nous, ça a été le cas pour le Japon. L'énorme point positif avec Surfshark, c'est que vous payez une seule fois et vous pouvez avoir accès avec le nombre d'appareils que vous souhaitez. Moi, j'ai donc accès sur mon téléphone, sur l'iPad, sur l'ordi, et Marco utilise aussi mon VPN. Surfshark va aussi venir protéger votre appareil quand vous l'utilisez dans un réseau Wi-Fi public. Le VPN va donc crypter vos données, ce qui fait que toutes vos informations sont donc en sécurité. Si vous voulez tester, je vous laisse mon code Surfshark qui s'affiche sur l'écran. En plus de ça, Surfshark vous offre 3 mois supplémentaires gratuits et aussi vous avez 30 jours pour tester et être remboursé. Donc vous pouvez l'essayer sans aucun risque. Je vous mets toutes les informations également dans la description avec le code promo et le lien. Et on attaque donc ce thread Reddit. La première histoire est donc racontée par un garçon, on va l'appeler Jim. Jim, il fait un travail assez, j'allais dire intéressant, mais je dirais plutôt ennuyant. C'est qu'il était donc enquêteur de surveillance pour les réclamations d'assurance. En gros, il vérifiait si les personnes qui disaient être un accident de travail étaient réellement un accident de travail. Il a fait ça à temps plein pendant environ 10 ans. Et comme il va le dire dans le thread, vu qu'une enquête dure 3 à 4 jours, en 10 ans, tu vois beaucoup de choses bizarres puisque tu fais beaucoup d'enquêtes. Il va donc nous raconter la rencontre la plus effrayante qu'il a fait. Vous arrivez à 6 h du matin, vous voyez quelle voiture se trouve à proximité et vous vérifiez les plaques pour voir si elles correspondent à la personne. Ensuite, vous vérifiez si cette personne part de chez elle ou non dans les heures en question. Donc, c'est un peu tout le temps la même chose. Jim, il arrive sur place assez tôt, il a une description de la personne, donc l'âge, la taille et le poids. Il dit qu'il avait très rarement la photo de la personne en question, donc des fois, c'était un petit peu compliqué. Dans ce cas-là, il savait que c'était un mec qui avait environ 30 ans, de taille et poids moyen. Jim, il arrive pour son premier jour. La première chose qu'il remarque, c'est qu'il y avait une voiture garée dans l'allée et cette voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation, quelque chose qui était pas normal. Mais voilà, il est arrivé assez tôt, il était là à 6 h et il va se rendre compte que la personne n'était pas dans la maison. Le protocole est très simple. S'il peut pas confirmer que la personne est bel et bien chez elle avant 10 h du matin, il doit sonner pour quelconque raison. Alors soit il fait semblant qu'il a un problème avec sa voiture, ou soit que c'est un livreur UPS pour voir qui c'est qui va ouvrir et confirmer que la personne est bel et bien là. Jim, il va rester devant, il va pas le voir. À 10 h, il va sonner chez lui, personne va répondre. Donc, il va noter que la personne n'était pas à la maison et il va revenir donc pour le deuxième jour. Pour le deuxième jour, il est venu plus tôt. Il est donc venu à 5 h du matin au lieu de 6 h du matin. Et cette fois-ci, il va voir que l'homme en question va partir, mais il va pas partir avec le véhicule qui avait pas de plaque d'immatriculation. Il va partir avec un autre véhicule en camion qui était garé derrière. Et il va donc le suivre pour voir où c'est qu'il allait aller. Mais cet homme en question, qu'on va appeler Ron, Ron va remarquer qu'il était suivi. Donc il va très vite faire demi-tour. Le fait qu'il soit rentré, pour Jim, c'était très clair. Cet homme partait donc au travail tout en gagnant l'argent de l'assurance, ce qui est donc une fraude à l'assurance. Jim va revenir donc le troisième jour et il va dire: je suis revenu le troisième jour dans une autre voiture. On doit faire ça parfois. Cette fois-ci, il est également parti très tôt à 5 h 20 et je l'ai suivi avec
succès jusqu'à une ferme. Jim va donc le filmer en flagrant délit. Il était donc en train de travailler dans cette ferme pendant plusieurs heures. Mais Jim va se faire remarquer par Ron. Alors Jim va très vite ranger son appareil photo et il va remonter dans sa voiture pour partir. J'ai pensé qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse soudainement descendre de son tracteur, courir vers son camion et me rejoindre car il était assez loin. Mais d'une manière ou d'une autre, le voilà en train de me suivre dans des routes de campagne. Jim, il va avoir très peur parce qu'il dit que c'était une route avec beaucoup de virages et qu'il conduisait déjà 30 km au-dessus de la vitesse pour essayer de le semer parce que ce mec se mettait vraiment très proche de lui et mettait des petits coups avec la voiture et Jim va donc réussir à rejoindre l'autoroute. Sur l'autoroute, Ron va continuer à le suivre pendant des kilomètres. Plusieurs fois, il est arrivé à côté de Jim et il lui faisait signe de ralentir et signe de sortir à la prochaine sortie. Mais bien sûr, Jim, il ne le faisait pas. Et Jim décide donc d'appeler le 911. Il appelle donc la police et il signale qu'un conducteur ivre était en train de le mettre en danger. C'était pas vrai, mais il voyait pas quoi dire d'autre à la police. Mais voilà que la police, ils ont dit qu'ils étaient sur une autre mission et que personne pouvait l'aider. Donc Jim va continuer à rouler et après de nombreux kilomètres, il va prendre une sortie et il va se retrouver à une station-service et par chance, il y avait une voiture de police garée. Jim a tout raconté à la police, mais ils ont pu rien faire parce que c'était déjà parti. Donc Jim, il a fait le plein et il est rentré chez lui et il a fait donc son rapport à son boss. Après ça, Jim va dire qu'il était persuadé qu'il était suivi, qu'il y avait des gens qui le surveillaient, que des fois il ouvrait sa fenêtre et il voyait une voiture très suspecte garée avec quelqu'un à l'intérieur et il avait très peur au point qu'il a pensé à déménager parce qu'il s'est dit que cet homme avec sa plaque d'immatriculation a réussi à le retrouver et Jim a donc décidé de faire une petite recherche en ligne en tapant son prénom et son nom de famille pour savoir qui était cet homme en question et il va tomber sur quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. J'ai appris que ce type était un criminel condamné, qu'il avait été dans des prisons fédérales et qu'il était membre d'un gang et consommateur et revendeur de drogue dure. J'avais très peur, mais rien ne s'est passé au cours des années suivantes et j'ai fini par oublier. Mais nous voilà donc 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, Jim, il a eu une nouvelle mission, il fait toujours le même taf, dans la même ville en question. Il dit que c'était vraiment un bled paumé et du coup il a pensé à ce type et il s'est dit bon ben je vais chercher sur Google qu'est-ce qu'il devient et il va donc apprendre qu'il était mort. J'ai appris que quelques années auparavant, il avait pris sa petite amie en otage avec une arme à feu. Il a tué quelqu'un qui a tenté d'aider sa petite amie, puis ensuite, pendant la prise d'otage, il a été tué par un des flics. Jimmy finit l'histoire en disant qu'il s'est toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé s'il se serait arrêté pour discuter avec Ron. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait pu lui faire du mal comme il a fait à sa petite amie? Il ne saura jamais. On passe donc à la deuxième histoire qui est racontée par une fille. Quand j'avais environ 10 ans, ma mère a finalement décidé qu'il était temps pour elle de commencer à passer son permis de conduire. Lorsqu'elle a commencé à prendre des cours, elle avait beaucoup de difficultés. Donc mon père va décider de l'aider. Son père du coup va faire ce que tu fais normalement avec ton enfant, c'est que tu vas le prendre dans un parking et tu vas l'aider à conduire pour être sûr que la personne va avoir son permis du premier coup. Voilà, il va faire ça avec sa femme. Normalement, il faisait ça quand les enfants étaient avec ses grands-parents, mais ce jour en question, les grands-parents ne pouvaient pas garder ces deux enfants et du coup les parents, ils ont décidé de prendre les enfants. Mon petit frère et moi suivions à l'époque des cours de natation dans une université voisine. C'était derrière une zone boisée près d'une université. Donc après un de nos cours, mes parents ont décidé d'y aller et ils nous ont pris avec eux. Sarah et son petit frère, ils avaient pris un ballon pour jouer juste à côté. Donc de base, ils jouaient dans le parking, mais à côté du parking, il y avait vraiment un petit terrain avec de l'herbe. Donc Sarah elle va demander à ses parents s'ils peuvent aller là-bas et les parents vont donc accepter. Après tout, c'est juste à côté, ils peuvent quand même jeter un coup d'œil en même temps qu'ils sont dans la voiture et c'était un endroit quand même assez calme, il n'y avait pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit. Ils étaient en train de jouer quand soudain il y a une Toyota blanche qui arrive sur le parking. Sarah elle explique que voilà, la zone en question, il y avait de l'herbe, c'était juste à côté de la sortie du parking. Donc la Toyota va rentrer dans le parking et ensuite va se mettre à la sortie et elle va donc faire signe aux enfants de venir. Les enfants, ils vont pas bouger, mais voilà que la personne qui est dans la voiture va donc se présenter en disant qu'il s'appelle Thomas. D'après Sarah, il a l'air très sympathique, il était beau et jeune. Elle va dire qu'il avait environ 30 ans et c'est là que les choses vont devenir
assez bizarre puisque sur le siège passager, il y avait une femme qui se couvrait le visage donc avec un journal. Tout ce que je pouvais voir, c'était des longs cheveux blonds et sur la banquette arrière, il y avait un bébé assis dans une chaise bébé. Thomas, il va très vite dire à Sarah et à son frère qu'il fait partie de la police et qu'ils doivent à tout prix monter en voiture parce qu'il faut qu'il leur parle, que c'est urgent. Le frère à Sarah, du coup, il a fait 2 pas vers le véhicule comme s'il allait rentrer, mais Sarah a direct mis la main comme ça pour l'empêcher puisque ses parents lui ont toujours répété qu'il faut pas parler aux étrangers, donc elle trouvait ça très bizarre. Pendant ce temps, la femme en question se couvrait toujours le visage avec le journal sans dire un mot et donc Thomas va monter la voix et dire une fois de plus de monter dans la voiture, sinon il allait descendre. Mon frère et moi, nous sommes figés de peur. Soudain, la femme a posé le journal et a montré son visage et nous a dit de la voix la plus calme de simplement écouter l'homme. Sarah va dire que la femme, elle avait l'air très jeune, jolie et qu'elle ressemblait vraiment à une personne qui ne ferait du mal à personne. Ce que Sarah ni son frère n'avaient pas remarqué, c'est qu'à ce moment-là, son père était déjà en train de taper son sprint de sa vie en criant à cet homme de rester loin de ses enfants. Dès que Thomas a entendu mon père et a réalisé que mon frère et moi n'étions pas seuls, il a mis sa voiture en marche et est parti aussi vite qu'il pouvait. Mon père était furieux et a dit à mon frère de retourner rapidement à la voiture. À ce moment-là, il n'a même pas pensé à appeler la police. Il voulait tabasser ce gars lui-même. Nous avons donc roulé pendant l'heure suivante pour essayer de le retrouver avant que mon père ne se calme et décide qu'il devrait probablement simplement appeler la police. Nous n'avons jamais su qui étaient ces personnes, mais cet épisode m'a appris à ne jamais juger un livre à sa couverture et une fois de plus à écouter mes parents quand ils m'ont toujours répété de ne pas parler aux étrangers. Je ne suis pas sûre de ce que cet homme nous voulait, mais je suis sûre d'une chose, il ne venait certainement pas de la police. Franchement, cette histoire, elle est horrible. Moi, j'ai direct pensé à un délire de trafic d'enfants, trafic sexuel. J'en sais rien, je pense que la femme qui devait être avec lui, ça devait être clairement quelqu'un qui était kidnappé ou qui faisait ça contre son envie, sans parler du bébé derrière. Enfin, l'histoire est pue, ça sent vraiment rien de bon. On passe donc à la prochaine histoire, à la 3e histoire qui est racontée par une fille. Elle s'appelle Mia et elle a 18 ans. Et ça s'est passé quand elle était à la salle de sport. Et j'ai pris cette histoire même si peut-être elle fait pas si peur que ça, mais c'est pour passer un message parce que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui puisqu'elle était juste en train d'aller à la salle de sport le soir avec sa voiture. Donc écoutez bien et prenez ça comme un petit trigger warning quoi. Un soir, j'étais à la salle de sport vers 22h car je travaillais toute la journée. Et ma salle de sport reste ouverte toute la nuit. Je m'entraînais, puis sorti de nulle part, ce mec hispanique sort et me demande ce que je faisais plus tard. Et elle comprend qu'il la drague, mais elle est pas intéressée. Donc elle va faire genre qu'elle avait pas entendu puisqu'elle avait son casque. Elle pensait que le mec allait partir, mais il va rester planté à côté d'elle en lui reposant la question. Et à force qu'elle ignore, il va partir au bout de 3 minutes, ce qui est quand même très long. Quand Mia a fini son entraînement, elle va donc aller dans les vestiaires pour récupérer ses clés de voiture. Et quand elle rentre dans les vestiaires, c'est des vestiaires qui sont mixtes. Ben, l'homme était assis sur le banc. Elle prend ses clés et elle décide d'aller aux toilettes le temps de réfléchir, mais elle voit qu'il va aussi aux toilettes, donc elle rentre vraiment dans la cabine en question et quand elle sort de la cabine environ 2-3 minutes après, ben il était toujours sur l'urinoir. Je l'ignore et commence à quitter le gymnase, mais il me suit toujours. Une fois de plus, il me demande ce que je fais ce soir et quel est mon nom, mais cette fois-ci, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l'entendre. Alors j'ai juste dit, désolé mec, je suis pas intéressée. Et elle est très vite arrivée dans sa voiture, elle est montée dans sa voiture et elle est partie. Nous voilà une semaine plus tard et Mia, elle est de retour à la salle de sport à 22h. Tout était normal, sauf que voilà, elle va voir ce mec en train de la regarder avec insistance. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejoindre un groupe de personnes qui sont des personnes qu'elle connaît de la salle. C'est pas des amis à elle, mais elle va rester avec eux. Et elle va dire que chaque machine où elle allait, cet homme allait juste à côté, faisait un exercice à côté et il faisait que la regarder, la regarder, la regarder. Moi, à ce moment-là, j'espère vraiment que tu en as parlé à tes potes parce que malheureusement, on ne sait pas, mais c'est la première chose qu'il faudrait faire, en parler à quelqu'un d'autre ou même avertir la salle de sport en question. Et elle va dire qu'en plus ce mec, à un moment, il était pas tout seul, il était avec des amis à lui. Donc il avait vraiment l'air d'être quelqu'un de normal, quelqu'un que tu pourrais croiser à la fac. Il avait pas l'air d'être un mec creepy ni quoi que ce soit. Donc voilà, elle le voit avec ses amis, et elle se dit bon vas-y, c'est juste un forceur, il voulait mon numéro. Et elle va le voir partir finalement. Donc elle se dit tant mieux parce qu'elle avait bientôt fini sa séance. Donc elle finit de faire ses squats, elle va dans le vestiaire chercher ses affaires, elle
part de la salle de sport et voilà que quand elle voit sa voiture, elle voit une rose posée de côté conducteur. Donc elle est direct rentrée dans la salle de sport et elle a donc prévenu l'équipe qui bosse dans la salle de sport. Ils l'ont raccompagnée à la voiture, ils ont récupéré la rose et elle a pu donc rentrer chez elle. Nous voilà quelques jours après, Mia, elle retourne donc à la salle de sport, elle fait son entraînement et elle va dire qu'elle ne l'a pas vu avant d'aller donc dans sa voiture et voir qu'il était garé juste à côté d'elle. Il n'a absolument rien dit mais qu'il a fait que la fixer et que le lendemain quand elle est retournée dans sa voiture, elle va voir donc une ficelle accrochée donc à la poignée de sa porte. Elle va enlever la ficelle et elle va donc partir et quand elle va revenir à la salle une semaine après, ceux qui bossent à la salle vont dire qu'ils le connaissent pas plus que ça mais que c'était pas un mec d'ici, qu'il essayait juste d'être gentil et qui parlait avec tout le monde. Mais Mia n'arrête pas de penser à pourquoi ce mec fait que lui parler si il n'est pas d'ici, qu'est-ce qu'il lui veut, et elle va dire que depuis ça du coup elle ne va plus au sport le soir, que ça fait à peine quelques jours que ça s'est passé, qu'elle a pris la décision de ne plus aller au sport le soir et que du coup pour l'instant elle ne l'a pas recroiser mais qu'elle a très peur parce que la semaine prochaine elle ne pourra plus aller au sport le matin et elle devra reprendre ses séances du soir et qu'elle a très peur de le croiser. Puis plus récemment il m'a ajouté sur Snap, je ne sais pas comment il connaît mon nom ni mon compte sachant que ça n'a rien à voir avec mon prénom et mon nom de famille. Et elle finit l'histoire en demandant donc qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais meuf, à ta place je changerai de salle de sport. Je sais pas si t'habites dans une grande ville parce que moi j'habite dans une petite ville et il y a 4 Basic Fit où j'habite, donc franchement je changerai de salle de sport, j'irai dans un autre Basic Fit ou dans un autre fitness park parce que là, franchement, ça craint. On sait jamais. On passe donc à la dernière histoire, c'est raconté par une fille et elle raconte comment elle a parlé avec un tueur en série qui a essayé de rentrer chez elle et c'est donc l'histoire d'Inès. En 2006, j'étais à l'université et je vivais dans un appartement hors campus au rez-de-chaussée. Le semestre de l'automne 2006 venait donc de commencer, il faisait très chaud et du coup Inès, elle laissait la fenêtre entrouverte dans son appartement, donc voilà pourquoi je n'habiterai jamais en rez-de-chaussée. Comment tu peux dormir avec la fenêtre entrouverte? Franchement je comprends pas. Mais Inès elle explique qu'elle avait une sorte de store qui faisait que du coup personne ne pouvait rentrer chez elle. À l'été 2006, Phoenix était en proie à 2 tueurs en série. L'un c'était le Phoenix Shooter qui était 2 personnes qui tiraient sur des personnes au hasard dans la rue et l'autre c'était donc Baseline Killer, un violeur et tueur. La présence de ces 2 tueurs en série du coup a mis toute la ville en alerte et vraiment tout le monde en parlait. Bref, Inès elle est en train de dormir et voilà qu'un bruit étrange va donc la réveiller, c'est vers 4h45 et c'était le bruit de quelqu'un qui touchait son store. Elle va dire que ça semblait intentionnel, peut-être quelqu'un qui venait de passer devant chez elle et qui a touché sans faire exprès. Elle va rester dans le silence et elle va écouter ce bruit et elle va se rendre compte que finalement c'était pas quelque chose d'intentionnel, il y a bel et bien quelqu'un qui touche son store. Elle se dit que ça pourrait être peut-être son petit ami parce que son petit ami il voulait beaucoup dormir chez elle en ce moment et elle voulait pas parce qu'elle travaillait beaucoup et au bout d'un moment elle entend toujours ce bruit et elle décide de se lever et ouvrir le store et elle va voir quelque chose d'horrible puisqu'elle va voir quelqu'un accroupi juste là et c'était certainement pas son petit ami. Elle va réagir d'une façon très naturelle et elle va regarder cet homme et elle va dire mais qu'est-ce que tu fous bordel, parce qu'elle était vraiment très énervée que quelqu'un la réveille pendant la nuit. Elle s'est dit que c'était sûrement quelqu'un qui était bourré mais en tout cas Inès a dit qu'elle oubliera jamais le regard de cet homme et la sensation qu'elle a eue dans tout son corps puisqu'il avait les yeux qui étaient tout noirs. Elle dit qu'elle voyait quasiment pas le blanc de ses yeux. Elle le décrit en disant il était accroupi, il portait un pantalon sombre, une chemise violet foncé et une casquette Nike et qu'elle pensait qu'il était hispanique mais que plus tard elle va découvrir que c'était un homme noir à la peau claire. Mais quoi qu'il en soit, après qu'elle lui a crié c'est quoi ce bordel, il va donc lui murmurer je peux te parler et elle dit dans le thread si vous voulez savoir à quel point c'est incroyablement effrayant à entendre, murmurez-vous simplement cette phrase à voix haute la nuit quand vous êtes toute seule chez vous. Elle explique du coup une fois de plus qu'il était accroupi et quand il lui a chuchoté est-ce que je peux te parler, ses mains ont commencé à se déplacer vers la taille et plus tard
tard, elle a appris que c'était comme ça qu'il attaquait ses victimes. Mais Inès, elle va très vite réagir une fois de plus et à peine il commence à bouger, elle va lui crier dessus. Elle va penser à ce que sa mère lui a dit qu'il faut pas être gentil avec les étrangers, qu'il faut pas avoir peur d'être une garce. Et elle va lui crier dessus, mais casse-toi d'ici, qu'est-ce que tu veux? J'ai fermé le store et j'ai verrouillé la fenêtre. Je ne saurais pas trop expliquer à quel point j'étais irritée que cette personne ait eu l'audace de perturber mon précieux sommeil. Elle s'est allongée sur son lit et elle s'est demandé si elle avait été méchante et si ce mec avait besoin d'aide et s'il était bourré. Enfin, elle s'est dit qu'elle a été peut-être un peu trop dure, mais d'un côté, elle se disait que ça avait pas trop de sens parce que s'il avait besoin d'aide, ben pourquoi il aurait chuchoté, il aurait parlé normalement. Et elle va dire qu'elle était tellement énervée de cette situation qu'elle a pas réussi à s'endormir et elle en a donc parlé à sa colocataire qui n'était pas là ce jour-là. Et son ami lui a donc dit, ouais, imagine si c'était donc le tueur en série, le Baseline Killer. Inès a dit que quand sa colocataire lui a dit ça, son cœur il s'est arrêté parce que soudainement elle s'est rappelée de cet homme et elle dit qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à toutes les photos qu'elle avait vues. Mais le seul problème c'est que sur les panneaux qu'il y avait dans les rues, ben cet homme avait des dreads et celui qui était à sa fenêtre, il en avait pas. Apparemment il adorait se déguiser, surtout ces derniers temps, il portait des perruques puisqu'il y avait des affiches de lui partout dans la rue. Inès va donc appeler la police et le policier qu'elle a eu au téléphone va dire que ça ressemblait beaucoup à son mode opératoire, que ce qu'il faisait c'est qu'il disait quelque chose à la victime pour détourner son attention et vite pouvoir la maîtriser ou l'attaquer. Le seul souci c'est que Inès, quand elle était au téléphone, elle va le décrire comme un hispanique et le détective lui a dit que non, que des nombreux témoins ont dit que c'était un homme noir et du coup il va pas spécialement se déplacer chez Inès pour prendre des empreintes des stores ou essayer de regarder des caméras, absolument rien. Nous avons appris qu'un autre locataire s'est plaint le matin même de cet homme. Je n'ai jamais su les détails, mais apparemment ce mec parcourait les appartements du rez-de-chaussée à la recherche d'une cible. Inès, elle va essayer de déménager, de partir de cet appartement, mais c'était une sorte d'appartement universitaire et du coup ils vont lui donner un autre appart, mais c'était littéralement dans le même immeuble, juste au-dessus de son ancien appart. Elle était au rez-de-chaussée et ils l'ont donc mis au premier. Nous voilà quelques mois plus tard, donc le 4 septembre 2006, et elle va donc apprendre qu'ils ont arrêté ce tueur en série et c'était donc un homme appelé Marc Goudot. Inès va donc dire, quand j'ai vu sa photo, j'étais malade, mais j'étais soulagée. C'était absolument le mec devant ma fenêtre. Une fois de plus, en regardant la photo, je ne comprenais pas. Pour moi, il avait l'air d'être plus hispanique qu'un homme noir. Vous pouvez juger par vous-même si vous le recherchez sur Google. Voilà la photo. De toute façon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouve qu'il fait vachement hispanique quand même. Il est actuellement dans le couloir de la mort en Arizona. Sa femme a essayé de monter une campagne pour montrer que la police le piégeait ou quelque chose du genre. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu sur qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait, et franchement les gars, c'est horrible. Il y a pas mal de documentaires ou des épisodes, vous savez, des émissions un peu criminelles qui parlent d'un tueur en série, et il y avait un épisode sur lui, et franchement c'était très dur à regarder. Mais pour que vous ayez une idée, il a été accusé de 93 crimes. Toutes ses victimes, sauf une, étaient des femmes. Marc, il a été reconnu coupable de 76 crimes sur 93 et il a été condamné à mort, donc une peine de mort 9 fois, une pour chaque condamnation de meurtre. Et au total, il a eu une peine de 1634 ans de prison. Parmi ces crimes, on a donc tentative de kidnapping, invasion de domicile, vol qualifié, abus sur mineur, abus sexuel, viol et donc meurtre. Voilà donc en ce qui concerne ce thread Reddit. Je m'excuse s'il a été plus court que d'habitude, en tout cas j'ai l'impression, mais c'est vrai que je suis un petit peu en retard sur mes contenus. J'essaye de bosser beaucoup en ce moment parce que j'ai ma famille du Brésil qui arrive en mai. Au moment où cette vidéo sort, je pense qu'ils sont déjà là, si je dis pas de bêtises. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.